Je vais revenir sur la question des élections. Il y a plusieurs paramètres à considérer dans les élections. Il y en a un qui me paraît fondamental et que je n'ai pas encore traité suffisamment, c'est est-ce que les gens savent élire? C'est-à-dire est-ce qu'ils sont capables de choisir les bonnes personnes? Celles qui seront vraiment capables de réaliser des choses, de faire bouger les choses. Par conséquent, lorsque des électeurs se plaignent d'avoir été trompés par les gens qu'ils ont élus, il faudrait aussi qu'ils se posent la question de savoir pourquoi ils ont été trompés. Et qu'est-ce qui les a trompés? Et aussi, quelle est leur incompétence, quelque part, à choisir le bon candidat. Alors, j'ai parlé aussi des manipulations constitutionnelles qui faussent le jeu, à commencer par cette pratique des deux candidats au deuxième tour. Alors les gens prennent ça comme un fait en soi. Non, ce n'est pas un fait en soi. Ils disent oui, il y a deux candidats au deuxième tour et donc forcément il y aura Marine Le Pen, etc. Absolument pas. C'est cette loi de 1962, ses articles 6 et surtout 7, qui est en cause. Alors pourquoi ne cherche-t-il pas à modifier cet article qui a été introduit de manière tout à fait fâcheuse et dont les effets n'ont pas toujours été évidents tout de suite au niveau négatif, mais qui le sont de manière plus en plus évidente aujourd'hui. Donc, ce ne sont pas... la question, c'est est-ce qu'il y a une compétence à élire? Deuxièmement, est-ce que ce ne sont pas d'abord les femmes qui doivent participer à l'élection et les hommes qui sont à élire? Vous savez que j'ai parlé beaucoup de ces questions récemment, même dans un café philo, sur la question de la polygamie. Donc, si le corps électoral n'est pas approprié, n'est pas convenable, il ne faut pas s'étonner aussi que les résultats ne le soient pas. Donc il faut remonter en amont. Qui doit voter? Qui doit élire? Qui doit être élu? Il y a beaucoup d'abstentions, il faudrait voir si parmi les abstentions, il y a plus d'hommes que de femmes, par exemple. Je suis à peu près certain que ce genre de question n'est jamais posé. Aujourd'hui, on ne demande jamais aux gens, dans les statistiques, dans les sondages, si ce sont des hommes ou des femmes. Parce que ce serait soi-disant un a priori. Mais non, ce n'est pas un a priori. C'est une volonté de comprendre les choses, de les décrire. Bon. Donc là aussi, on est dans un système complètement faussé au niveau de l'analyse. On n'a pas tous les éléments. Tout comme en France, on n'a pas les éléments de race ou de religion qu'on peut trouver dans d'autres pays. Ce qui affaiblit et ce qui hypothèque le travail sociologique et sociopolitique. Voilà, donc en conclusion, le peuple n'élit pas des représentants, au sens littéral du terme, ça dépend de ce qu'on entend par représentant. Il élit des gens qui sont censés réaliser un certain nombre de réformes, d'entreprises, en tenant compte de toutes les réalités complexes qui peuvent se présenter et qui sont souvent imprévisibles. Donc il ne s'agit pas non plus qu'il applique un programme de manière absolument rigide. Donc on élit bien des gens, des personnes, et non pas des programmes. Et d'ailleurs on sait très bien, d'ailleurs beaucoup de critiques le font savoir, que la politique qui est menée est souvent la même. Ce qui montre bien que ce n'est pas le programme qui compte, c'est la personne qui le fait avec plus ou moins de brio, d'intelligence et d'inspiration. Mais il reste la question de savoir si, au cours des primaires, déjà, qui sont également entachées par ce critère du deuxième tour, avec deux candidats seulement, si ce critère n'avait pas été là, et personne n'a obligé
les primaires à avoir ce critère, qui n'est pas dans la Constitution, puisque les primaires ne sont pas dans la Constitution, en tout cas pas dans ce sens-là. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont adopté ce critère? Est-ce que les candidats qui ont été choisis par les primaires étaient les bons? Mais ce n'est pas seulement cela. C'est est-ce que ces candidats ont négocié avec d'autres candidats pour former, non pas une coalition, mais pour former un courant, une motion, comme d'ailleurs ça se produit dans les congrès socialistes et autres. Est-ce qu'il y a eu des accords entre les candidats pour privilégier l'un d'entre eux? Et d'ailleurs, dans la Constitution de 62, révisée par 62, on dit les deux candidats arrivaient en tête sous réserve des désistements possibles. C'était indiqué clairement. C'est-à-dire qu'on ne dit pas forcément que c'est les deux candidats qui arrivent en tête, point final. Au premier tour, entre le premier tour et le deuxième tour, on prévoit des possibilités de désistement. Bon. Et là, en l'occurrence, aucune possibilité de désistement n'a été considérée et même envisagée en 2017, par exemple. Ah non, non, moi je suis arrivé avant toi, hop, je ne bouge pas. Alors que dans les législatives, il y a des désistements qui se font, des accords qui se font, et il est dommage qu'alors qu'on a voulu aligner la présidentielle sur les législatives, qu'on ait conservé ce critère du deuxième tour, avec deux candidats, qui n'est pas en vigueur pour les législatives. Voilà un certain nombre de considérations que je porte à votre connaissance et à votre réflexion.